Daniel Goldberg, bonjour. Bonjour. Vous êtes député socialiste de Seine-Saint-Denis, auteur du rapport sur la mobilisation du foncier pour construire des logements, du foncier privé. Alors vous partez du constat que l'on manque cruellement de logements et de terrain en France. On a un problème de rétention foncière, on a un problème de prix, on a un problème de transparence. Et tout d'abord, pourquoi les prix ont-ils augmenté, ont-ils flambé en l'espace d'une décennie de près de 76% en moyenne en France? Pourquoi? Alors déjà sur le constat, effectivement, on manque de logements dans ce pays. C'est à la fois un problème social pour toutes celles et tous ceux qui ont des difficultés à se loger, c'est un problème économique pour toute la filière de la construction et du bâtiment, mais c'est aussi un problème de compétitivité pour notre pays. Un salarié qui a une promotion, qui habite Toulouse, qui a une promotion en Île-de-France, c'est une catastrophe parce que pour se loger, le coût est bien plus important. Et je pense que quand on parle de cette crise du logement, j'en ai un peu assez d'ailleurs de cette expression, voilà, une crise qui dure, ça n'existe pas normalement. Mais cette crise du logement qui dure, il faut aussi prendre en compte l'aspect compétitivité économique, manque d'agilité, de souplesse économique de notre pays. Donc, pour répondre directement à votre question, on a connu pendant la décennie des années 2000 une flambée des prix du logement bâti, essentiellement, de mon point de vue, par l'environnement économique de cela. C'est-à-dire, paradoxalement, les taux d'intérêt bas et des emprunts qui pouvaient avoir des durées très importantes font que le coût payé par le logement construit à l'arrivée, que l'on soit d'ailleurs dans le locatif ou dans l'accession, a augmenté. Et ça s'est retrouvé à rebours sur le prix des terrains, puisque le prix des terrains est fonction du prix auquel on peut vendre le logement une fois bâti. Et donc on a ce système-là auto-entretenu de logements rares et chers qui a entraîné finalement le fait que le foncier rare et cher s'est développé lui aussi. Alors vous faites justement 30 propositions pour essayer d'en sortir. Et tout d'abord, le marché du foncier, il est totalement opaque. On n'a pas de statistiques comme on pourrait avoir, comme les notaires l'ont notamment. Est-ce qu'il ne faudrait pas créer des observatoires du foncier? Alors c'est effectivement une des propositions que nous faisons, et en ayant écouté l'ensemble de la profession, l'ensemble aussi de ceux qui sont utilisateurs potentiels de ces terrains, c'est le premier constat de ce rapport, c'est de dire que nous sommes dans un marché du foncier opaque et qu'il faut sans doute le rendre transparent. Transparent du point de vue des prix, avec un vrai marché du foncier comme il peut en exister sur les biens bâtis, où, par exemple, aujourd'hui, on est dans une situation où un propriétaire foncier pense parfois qu'il a une pépite dans la main du point de vue de sa valeur, ce qui n'est pas exactement le cas. Donc, rendre plus transparent le marché en termes de valeur, rendre plus transparent aussi le marché du point de vue technique, c'est-à-dire que connaître les servitudes qui pèsent exactement sur un terrain nu. J'ai oublié de dire que je m'intéressais au terrain nu dans les zones tendues, parce que bien sûr, la situation n'est pas la même dans les zones dites détendues du point de vue du marché du logement. Mais quand on ne connaît pas les capacités techniques du terrain, les servitudes qui pèsent sur ce foncier non construit, eh bien sûr, ça n'est pas la bonne solution. Donc des observatoires du foncier, et puis même un recensement plus systématique. Aujourd'hui, chaque promoteur intéressé à une zone particulière fait ce travail de recensement. Mais bien sûr, ils le font séparément, et je ne peux pas leur en vouloir de ne pas forcément se communiquer les bonnes adresses sur lesquelles il y aurait possiblement des projets à faire. Et il faudrait arrêter la surenchère sur les terrains, sur les prix des terrains. Il faudra arrêter la surenchère et le fait d'être sur ce modèle-là économique comme sur d'autres, sur une logique beaucoup plus d'open data. Donc d'open data pour les pouvoirs publics, rendre beaucoup plus transparents et utiles les données publiques, les PLU, les servitudes de manière beaucoup plus organisée. Et puis open data du point de vue du prix. Donc les notaires font le travail à l'intérieur de la profession et donc ils le font, mais ça ne permet pas forcément à tout le monde de se situer. Vous savez, j'ai rencontré, je voudrais juste les citer, je n'ai pas d'action dans cette entreprise, dans cette jeune start-up qui s'appelle Horus, qui m'a présenté le travail qu'elle a débuté, notamment sur tout le sud-est de notre pays, et qui propose ce travail-là clé en main. Et je me suis dit en les rencontrant que finalement, si une entreprise privée sent qu'il y a un besoin, et qu'il y a donc un marché pour ces données ouvertes, c'est sans doute qu'il y a aussi un besoin. Mais à quand un géoportail de l'urbanisme? Quand est-ce que ça verra le jour? Alors, il est en train de voir le jour. Vous savez, il y a eu des ordonnances décidées par le gouvernement en 2013 pour instituer ce géoportail de l'urbanisme. D'ailleurs, vous tapez sur votre moteur de recherche géoportail de l'urbanisme, vous allez tomber sur un site qui est en cours d'achèvement. Il n'est pas complet. Ouais. Mais il n'est pas complet. Et notamment, il n'est pas complet de la manière dont je pense qu'il devrait l'être, c'est-à-dire, je suis propriétaire d'un terrain,
je veux pouvoir me situer en gamme de prix pour savoir exactement où on en est si jamais je voulais vendre, ça ne l'est pas. Et ça ne l'est pas non plus pour le promoteur, le constructeur, celui qui pourra avoir un projet d'achat de ce terrain pour le construire. Comment lutter contre les blocages politiques? Les blocages politiques, ils sont le fait d'élus, mais dans le mot politique, il y a aussi le mot citoyen. Donc je pense qu'il faudrait aussi avoir un discours beaucoup plus fort, moi j'appelle cela de manière résolue maintenant, sur la nécessité de construire les logements dont nous manquons dans notre pays. Du logement social, certes, mais pas que du logement social, bien sûr, toute la chaîne du logement locatif libre, du logement en accession, et croire que notre pays, notamment dans les zones tendues, va pouvoir se vitrifier et que finalement nous en sortirons mieux avec une logique dans un quartier, ce que j'appelle dans le rapport le dernier arrivé ferme la porte, c'est-à-dire les derniers arrivés parfois dans un quartier disent surtout je ne veux plus rien voir construire. Je pense que c'est une fausse logique. Un peu de logement intelligemment construit, pas de densification, pas des barres et des tours, pas de densification heureuse, mais de l'intensification urbaine heureuse, ça amène des lignes de transport, ça amène des commerces, ça amène des équipements scolaires, et y compris c'est dans une logique gagnant-gagnant pour ceux qui habitent déjà le quartier. Et là où sont véritablement les besoins. Bien sûr. Que préconisez-vous en matière de fiscalité? Je pense que le statu quo n'est plus possible. Aujourd'hui, nous raisonnons en fiscalité dans une logique paradoxale. Le discours ambiant est plutôt il faut construire, même si ce n'est qu'un discours, et la fiscalité incite plutôt à détenir. C'est-à-dire qu'on taxe beaucoup plus le fait de vendre un terrain, notamment par les plus-values immobilières, que le fait de le détenir par l'intermédiaire, notamment de la taxe sur le foncier non bâti. D'autres pays ont une logique différente, et je propose d'aller progressivement vers cette logique-là, c'est-à-dire taxer plus la rétention et taxer beaucoup moins la vente, pour fluidifier finalement les échanges économiques sur ce sujet. Ce n'est pas un projet que je propose d'entamer dans cette année 2016 ni en 2017. Je pense que c'est un projet de mandature, et je souhaite d'ailleurs que ce sujet du logement abordable, socialement accessible au plus grand nombre. Et dans mon esprit, socialement accessible au plus grand nombre, ce n'est pas que le logement social. C'est toutes les classes moyennes qui ont des difficultés à se loger, qui habitent très loin de leur lieu de travail. Et bien que ce sujet-là, d'en finir avec le logement rare et cher, ça soit un des débats majeurs des échéances nationales de 2017. Et prochaine étape, justement, pour terminer, de ce rapport, quelle est je vais en discuter avec la nouvelle ministre Emmanuelle Cos. Par ailleurs, Dominique Fija, directeur de l'Office régional du foncier d'Île-de-France, a été missionné par le gouvernement sur le même sujet. J'ai bon espoir, par les discussions que j'ai eues avec lui, que nous cheminions ensemble dans des propositions d'une philosophie commune, j'allais dire. Mais encore une fois, l'enjeu de 2017, ce sera simple. Voulons-nous ou pas continuer de vivre ensemble, les uns à côté des autres, avec nos différences sociales, avec nos différences culturelles? Je crois que c'est un enjeu majeur. Et dans cet enjeu majeur, la question du logement accessible au plus grand nombre, quels que soient, j'allais dire, les niveaux sociaux, sera déterminant. Daniel Goldberg, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.